téléspectateurs et bienvenue dans la seule émission qui revient sur 50 ans et plus de culture geek et de pop culture. Avant de vous présenter la charmante invitée qui va nous accompagner pendant 1 heure, laissez-moi vous présenter les pouilleux qui sont autour de la table. Mais Schtroumpf, tout de suite le Schtroumpf à lunettes, Laurent Kessy, notre expert BD roman. Le Schtroumpf coquin, notre expert cinéma, Monsieur Rurik Salé. Notre Schtroumpf qui construit des murs, et je n'ai pas fait une vanne sur ses origines une fois de plus, pouf pouf, notre expert jeux vidéo, Nicolas Augusto. Et notre invité qui s'est fait connaître par des films coquins pour adultes et qui maintenant fait des choses que je peux montrer à ma grand-mère, Céline Tran, qui va passer une petite heure avec nous. Viens Céline, accompagne-moi. Céline qui a changé à peu près autant de pseudos que nous avons changé de chaîne. Certes. Voilà, et Céline va passer une petite heure avec nous et sachez que c'est une particulièrement grande fan de films un petit peu Z-art, de ninja. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu verras tout à l'heure. Tout de suite, sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez la version PC de The Walking Dead, le jeu de rôle The Island avec au commentaire Stéphane Gallo, un dictionnaire qui vous définira le terme Black Exploitation, les seigneurs de l'instrumentalité, et Baptiste se penche sur la gravitation dans l'espace. Un sujet passionnant sur le space opéra en France. Woody reviendra quant à lui sur l'année 1992, le film de Sammo Hung, Dragons Forever, et pour finir, la shopping list. Je vous ai pas menti, un programme très chargé. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir, Céline. On t'a connu sous le nom de le pseudo de Katsumi. Oui. T'as fait des études de politique, de géopolitique, de Sciences Po, notamment. On fait tous des erreurs. Voilà. Et on te retrouve bientôt dans Visiteurs du Futur, saison 4, dont on parlera un petit peu plus tard. Ouais. En attendant, je te réexplique le concept de l'émission. C'est 3 personnages. Un petit peu surexcités quand même, je trouve. D'ailleurs, là, je l'ai remarqué en effet. Hein. Voilà, donc... C'était l'heure du goûter, ils étaient intenables. C'est un peu la grande récré. C'est leur biscuit. En tout cas, chacun aura 6 minutes pour te présenter la chronique qu'ils ont préparée pour l'émission. Et à la fin de l'émission, justement, tu devras te mouiller pour l'une d'entre eux. Pour l'une d'entre eux. Excusez-moi, c'est le dérapage. Céline, tu me perturbes. En tout cas, voilà, tu devras nous dire lequel t'a plus convaincu. Par ses moyens comme ça. Hein. Ouais, mais déjà, j'étais très perturbé. En fait, c'est Kermit qui perturbe. Ah, c'est clair. Oui. Mais je suis un être sensible, je ne fais pas que des blagues de mauvais goût, les amis. En tout cas, chez vous, je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission grâce au hashtag le plus long du monde, le hashtag plus ou moins geek. Et tout de suite, on va commencer par le jeu vidéo, et c'est Nico. Je vais parler de Walking Dead et pour te reprendre, ce n'est pas uniquement sur PC mais sur Xbox, PlayStation 3, iPad, Android et toutes les devices que la saga Walking Dead apparaît en jeu vidéo. Alors, un petit extrait vaut mieux que quelques paroles totalement nazes. Une chose est sûre, c'est déjà 10 fois plus passionnant que la série télé. Eh bien, alors, on va commencer par ça. Merci David de me balancer là-dessus. Et effectivement, The Walking Dead, le jeu, est créé par Telltale. Donc Telltale, ce sont un petit groupe d'Américains qui ont pour particularité de uniquement se baser sur des licences et des jeux à scénario. Et les trucs qu'ils font dans le passé sont genre Le Retour vers le futur et Jurassic Park, qui sont plutôt des jeux très moyens. Il y avait déjà une idée d'écriture, mais ils n'arrivent pas du tout à finaliser leur projet. Et du coup, il y a toujours un truc qui branle un petit peu. Alors, pour le coup, Walking Dead, le jeu, les gars de Telltale récupèrent les droits il y a plusieurs années, avant le grand succès médiatique de la série. Et ce sont juste des passionnés du comics. Et ils se disent, putain, il y a un truc à faire. Et ils arrivent à convaincre leurs producteurs, ils récupèrent les droits, et ils vont développer un petit peu en secret, justement, ce jeu. Ils y croient a priori à moitié, et le succès sera au rendez-vous. Alors, il y a ce débat, série TV, comics, tout le monde connaît Walking Dead. Moi, à mon sens, la série TV est plutôt mauvaise, très éloignée des origines de ce que sont le comics. Et la particularité du jeu, c'est que le jeu, lui, ne reprend pas le comics comme le fait la série TV et l'adapte plus ou moins à son truc. Il crée une histoire parallèle avec d'autres personnages qui vont être développés. De temps à autre, il y a des liens avec le comics, mais ça s'arrête là et ils sont plutôt légers. Alors, on va suivre les aventures de Lee, un Afro-Américain qui est dans sa bagnole de police. Il n'est pas flic, c'est un mec qui s'est fait arrêter. On ne sait pas trop au début pourquoi. J'aime pas le cliché en plus. Hein. Pourquoi ?
Parce que le mec, il est black, c'est un prof d'université qui... Non, ouais, bon, de coup, a priori, il est accusé d'avoir buté sa femme, machin, donc il est menotté derrière, puis le flic lui parle, dit ouais, bon, je t'amène au comté, machin, blablabla. Et tu découvres en fait les origines de la fin du monde. C'est-à-dire qu'il est sur le chemin de sortie d'Atlanta, et tu vois dans l'autre sens les voitures de police, tout le monde s'excite, et on sent que c'est le début de la propagation. Et malheureusement, le policier, qui est un mec plutôt médiocre, voit pas le zombie qui traverse l'autoroute, percute le zombie et ils finissent dans le ravin. Et ce bonhomme, Lee, donc arrive à se détacher, le flic est mort, et il se retrouve dans la cambrousse tout seul à dire « Putain, mais je suis où ?» Première attaque de zombie, c'est pas ce que c'est. Il y a un truc vraiment très viscéral, parce qu'on est dans un point and click à action, donc c'est moi qui ai inventé un petit peu le terme, point and click dans un jeu vidéo. Oh, le mec se l'a... Non, c'est pour vous. Bon, le jeu vidéo, c'est moi. Bande de bâtards. Mais pas du tout. C'est ce nom aussi. Ouais, je sais. Non, c'était juste parce que j'étais en train d'anticiper le fait que vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'un point and click? Et d'où est venue l'idée de la série? Mais je sais que toi, tu connais, mais... Alors, pas du tout. J'aurais plutôt tendance à te dire quel est l'intérêt d'un point and click sur un jeu qui est plutôt un survival où tu as envie de désinventer. Alors, la force est que tu vas être... C'est un survival, mais sur tes choix narratifs. Est-ce que je sauve telle personne ou pas? C'est-à-dire que le jeu est arqué avec un départ, une fin. Mais tout le dénouement, c'est un multi-choix. Le résultat est le même, mais c'est la façon dont on y parvient qui est assez exceptionnelle. Et donc, du coup, tu commences à discuter sur les réseaux. Tu dis, putain, le mec, il est mort. Ah ouais, toi, il est mort? C'est pas possible. Moi, je suis allé au bout de l'aventure avec. Ah, mais t'as fait comment? Et la grande force de Walking Dead, du jeu, principalement, c'est ça. C'est cette narration exceptionnelle qui lui vaut le prix du jeu de l'année par les Américains, par les Européens. Tout le monde a adoré ce jeu quand tu l'essayes. C'est un jeu qui est composé en 5 épisodes. Donc, c'est un modèle épisodique tiré de la série TV. Et du coup, entre chaque épisode, créer une sorte de questionnement sur la communauté. La grande force de Walking Dead aussi, vous allez voir, il n'y a que des grandes forces, c'est son petit personnage qui est Clémentine. C'est une petite nana afro-asiatique que tu prends d'amour. Et donc, du coup, pour Clémentine, pour lier l'histoire, Lee se retrouve à la sortie de cet accident de bagnole, arrive dans une baraque, il trouve du sang, il sait pas trop, il s'est fait attaquer par des zombies, et il découvre une petite fille qui est là. Et il lui dit, mais ils sont où tes parents? Il essaye de joindre ses parents. Après, il l'emmène dans les bois. Céline, quand même. Et donc, du coup, il l'emmène dans les bois, mais pas pour ce que Céline était en train d'essayer de nous faire imaginer. Il la prend sous son aile. Et il la prend sous son aile, et on va vivre une aventure incroyable, à travers les yeux de cette petite fille, se retrouver dans un vrai enfer. Et là où la série n'assume absolument pas les codes de Kirkman et du comics, c'est-à-dire le cannibalisme, la violence, le côté très post-apo, mine de rien, de ce monde où il n'y a plus rien, le jeu vidéo, mais on met les lettres de noblesse suprême. C'est vrai que ça a été complètement zappé du... Non. Moi, dans la série télé, on ne parle pas de cannibalisme. La problématique de The Walking Dead, c'est comment on se nourrit. Comment on peut survivre lorsque plus rien ne fonctionne. Ils ont essayé de faire protéger, mec. Ouais, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas où a lieu la contamination. Et dans le comics et dans le jeu, l'ennemi principal, ce ne sont pas les zombies. Ce sont les cannibales. Ce sont les autres. Les gens qui veulent se nourrir, dans le jeu et dans le comics. Ouais. Très clairement, tu les vois régulièrement. Moi, c'est ma vision des choses. Je trouve que le zombie est un propos, un prétexte, comme tu dis souvent, très mercantile. Oh, les zombies, c'est à la mode, machin, tout ça. Alors que le vrai propos de Walking Dead, c'est la survie. Et la survie passe simplement par trouver des vivres. Et il y a une vraie truc... Tu as atteint tes 6 minutes. Juste pour conclure, il y a une chose extraordinaire à la fin de Walking Dead. On est tellement touchant, viscéral, que j'ai versé ma propre larme, tellement j'étais touché. Devant un jeu, messieurs. Tu me l'as bien vendu. En général, je vois. Eh ben, en tout cas, je vous le dis, c'est du talent, c'est du génie. C'est pas mal. Et regarde. Standing ovation. Oh là. Standing ovation. Voilà. Le temps de nous remettre toutes ces émotions. Stéphane Gallo, tout de suite, c'est à toi, monsieur. Bienvenue dans votre interlude jeu de rôle, jeu de plateau. Contrairement à ce que semblent penser les enseignes de la grande distribution, les jeux familiaux ne se limitent pas au risque et à la bonne paye. D'autres jeux méritent amplement leur place sous les projecteurs, comme le récent The Island, reboot extrêmement réussi d'un jeu des années 80, paru sous nos latitudes en 96 sous le titre « Les rescapés de l'Atlantide ». Dans The Island, chaque joueur contrôle une faction d'explorateurs venus piller une île mystérieuse. Malheureusement pour eux, l'île commence à sombrer dans les eaux et son volcan menace d'exploser. Chacun essaye donc de sauver sa peau avec un maximum de butin, si possible en gênant ses petits camarades au passage. Les joueurs finissent de construire l'île en plaçant ses tuiles. Ainsi, l'île change de visage à chaque partie. Une fois l'île bâtie, chacun des joueurs place ses pions avec un chouïa de calcul et de stratégie, chaque pion ayant une valeur de butin secrète inscrite à ses pieds.
Une fois le pion placé, il est interdit de reconsulter sa valeur de butin. Et c'est très important, parce qu'à la fin de la partie, le joueur gagnant n'est pas celui qui a ramené le plus de petits bonhommes à terre, le joueur gagnant, c'est celui qui a ramené le plus de butin. Les joueurs sont en train de placer leurs 10 pions, chacun à leur tour. Une fois cette tâche effectuée, la partie pourra commencer. Tous les tours se déroulent de la même façon. Chaque joueur a droit à 3 déplacements pour ses pions. Ensuite, il retire une des tuiles composant l'île, applique son effet s'il y en a un, et enfin, il lance un dé pour déterminer laquelle des créatures rôdant dans les parages il va pouvoir déplacer, la baleine, le requin ou un serpent de mer. Anthony commence, il déplace son pion vers une barque, puis fait monter un second pion dans cette barque, emploie enfin sa 3e action pour déplacer un pion qui était distant d'une case. Il retire maintenant une tuile de plage et il met à l'eau un personnage de John qui évidemment se plaint, d'autant que dessous il y avait un requin. Joli début. Nous sommes au tour de John. Alors que l'île continue à sombrer, aucun survivant n'est encore arrivé sur les plages alentours et des coups de tromblon dans le dos se multiplient. John fait son premier déplacement pour monter à bord d'une des barques d'Anthony, un excellent moyen d'arriver à bon port sans avoir à dépenser de points de déplacement. Il fait ensuite de même avec Leslie. John a donc décidé de se comporter en parasite. Enfin, il déplace un de ses pions d'une case de plage vers une case de montagne, un choix judicieux pour ne pas sombrer tout de suite en représailles, les cases de montagne étant les dernières retirées de l'île. Enfin, il ôte une pile de plage sur laquelle se trouvait un petit personnage de son camarade Anthony. Vengeance! Après les plages, ce sont maintenant les forêts qui sombrent et de plus en plus de joueurs sont à l'eau. Requins et baleines se sont multipliés et c'est au tour de Leslie de jouer. Elle commence par amener un nageur à bon port en utilisant un dauphin. Elle utilise en fait une tuile de l'île qu'elle a le droit de jouer au début de son tour. Elle poursuit en faisant avancer une barque dans laquelle elle a un pion, puis retire un morceau d'île qui révèle une baleine. On passe maintenant à la partie du jeu qu'attendent tous les joueurs, le lancer de dés qui détermine si elle va pouvoir déplacer un requin, une baleine ou un serpent de mer. Les joueurs sont chauds, ils scandent en rythme « Le requin, le requin, le... » Eh, ce n'est qu'une baleine, grosse déception. Leslie ne va pas pouvoir faire une hécatombe comme prévu, mais elle va quand même pouvoir renverser une barque et mettre un certain nombre de ses ennemis dans l'eau. Ça permettra de la retarder, c'est déjà ça. Le requin, le requin, le requin. Joli tirage d'Anthony qui nettoie 2 nageurs de Leslie. John reprend la main, il utilise une carte pour déplacer un serpent de mer qui était sur son chemin, il libère la place, il fait avancer son nageur de 3 cases, le met à l'abri, puis il retire une pièce de l'île, et c'est la pièce finale, la tuile éruption, qui marque donc l'explosion du volcan de l'île. Tous les pions encore à l'eau ou sur des montagnes sont immédiatement retirés du jeu, ils sont perdus. C'est un autre élément intéressant dans ce jeu, les joueurs ne savent pas qu'on va s'achever la partie. Le décompte final commence dès que toutes les forêts ont été retirées, mais il peut durer un moment. Et les joueurs comptent à présent leurs points en comptant donc le butin qu'ont ramené chacun de leurs survivants. On va passer à la dernière phase du jeu. Si John a sauvé plus de survivants que ses camarades, notamment grâce à ses nageurs téméraires, c'est Anthony qui l'emporte, la plupart de ses pions ayant ramené de très gros butins. Les joueurs enchaînent sur une seconde partie, une partie sur laquelle je vais les rejoindre. À vous les studios. Allez, on continue de décrypter parce que c'est un peu le rôle de Plus ou Moins Geek et c'est ce qu'on fait avec ardeur depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, chaque année, on se fait virer de chaîne. Mais on continue quand même. On sera là jusqu'à la fin, les amis. Tout de suite, la Blaxploitation, d'ailleurs, j'ai jamais réussi à le dire complètement. La Blaxploitation, ce n'est pas un terme que j'ai inventé, hein. Mais en tout cas, Sébastien va nous expliquer ce que c'est. Blaxploitation, c'est le sujet de ce dictionnaire à bord duquel je vous souhaite la bienvenue. Blaxploitation est un mot valise mariant black, noir, et exploitation, exploitation. C'est un genre cinématographique apparu dans les années 70 à l'attention de la population noire américaine qui peinait à se reconnaître dans les films de l'époque. Les noirs à l'écran ne servaient que de faire valoir un héros blanc, ou d'esclave ou de serviteur, et aucune situation ne dépeignait la réalité des ghettos. Les films de Blaxploitation avaient au départ la volonté de casser l'image dégradante des noirs dans les films de blancs, en proposant un casting 100% black avec des
méchant blanc. Alors la Blaxploitation, c'est d'abord un héros badass, indépendant, libre, autosuffisant, qui dessoude sans ciller ses opposants en dénonçant la corruption et la discrimination raciale. C'est ensuite une bande-son qui déchire sa mère. James Brown, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Barry White, Herbie Hancock, de grands noms jazz, soul et funk s'y sont illustrés, renforçant l'identité originale du genre et inspirant bon nombre d'artistes. Et oui, sans Blaxploitation, pas de Tarantino et pas de gangsta rap. Cependant, énormément de sous-genres ont été explorés. Comédie, western, arts martiaux, horreur, porno, végétarien, porno-végétarien. Avec le succès des premiers films de Blaxploitation, le filon fut exploité jusqu'au ridicule par des prods fauchés, éludant complètement l'aspect social du genre. On vit apparaître des brouettes et des brouettes de remakes foirés à la sauce black, comme Blackula, Blackenstein, Black Nazi. En dépit de son but de départ, la Blaxploitation se voit attaquée par la NAACP, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, qui trouve que les clichés du genre nuisent à l'image des Noirs d'Amérique. Cette attaque, associée à la multiplication des films foireux au scénario transparent, finit par tuer le genre à partir de 1976. Deux hommages à la Blaxploitation sortiront un petit peu plus tard. En 1997, Quentin Tarantino réalise Jackie Brown avec Pam Grier, l'une des figures emblématiques des années 70. Puis en 2006 sort un film avec Michael J. White, reprenant les codes du genre, les bons comme les mauvais. Et voilà, c'est fini pour ce dictionnaire sur la Blaxploitation que je vous invite à compléter sur le forum de l'émission dont vous trouverez l'adresse ici. Bon bref, vive les chips et surtout pensez bien à... C'est au tour de Laurent qui essaie de tenter de convaincre Céline. Et d'ailleurs, tu vas nous présenter cette fois-ci un cycle de nouvelles composé de 37 nouvelles et d'un roman qui s'appelle Les Seigneurs de l'instrumentalité, d'un auteur qui s'appelle Cordwainer Smith, en français. Cordonnier... Maréchal Ferrand ou Forgeron, voilà. Cordonnier Forgeron. C'est donc comme pseudo, on est bien d'accord, on regarde quelques images. C'est un cycle de 37 nouvelles et un roman. Donc là, je vous ai amené que le tome 2, il y en a 4 comme ça. Tout commence en fait avec la publication en 1950 d'une nouvelle qui s'appelle Les sondeurs vivent en vain et qui raconte l'histoire de personnages dont tous les sens sont effacés pour pouvoir voyager dans l'espace et supporter la solitude du vide et la noirceur de l'espace intersidéral. C'est une nouvelle publiée dans une revue qui s'appelle Fantasy Book, un truc assez obscur et personne ne s'en rend compte, voit cette nouvelle, mais un éditorialiste qui s'appelle Frédéric Paul l'apprend et la reprend dans diverses anthologies et à partir de là, l'auteur, donc Cordwainer Smith, dont je vais vous expliquer qui c'est après, va voir qu'il y a un engouement autour de ces textes, il va continuer à écrire plein de nouvelles sur cet univers qui est une sorte d'une histoire du futur, donc ça s'étend sur 15 000 ans dans le futur. Donc 4 tomes, 37 nouvelles, et donc il brosse un portrait de l'histoire de l'humanité comme ça, alors l'histoire en gros, je vous la fais courte, les hommes vont vers les étoiles, d'abord Vénus, puis ils essaiment un peu partout, puis ils trouvent une drogue qui les fait vivre jusqu'à 400 ans, et puis les seigneurs de l'instrumentalité arrivent, ce sont eux qui dirigent toute l'humanité dans une espèce de dictature un peu douce comme ça où tout le monde est heureux mais personne n'est vraiment libre. C'est un terme que tu as déposé comme le point and click. Le point and click, l'action. Voilà. Je vais le faire en sortant. Et puis peu à peu, il y a ce qu'on appelle le sous-peuple qui sont des animaux génétiquement modifiés pour être aussi intelligents que des hommes qui vont un peu se rebeller parce qu'ils sont traités comme des manants par les surhommes. Et on va à la fin, on assiste à une redécouverte de l'humain. Les surhommes redécouvrent ce qu'était l'humanité, les liens humains de notre époque, les cultures, les langues anciennes sont reprises et tout ça. Voilà le mouvement un peu qui s'étend dans les Seigneurs de l'instrumentalité. Et puis Cordwainer Smith est mort en 66. Et donc on ne sait pas trop où il voulait aller avec ça. Il y a des nouvelles qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. D'autres qui ont passablement vieilli. Alors, l'intérêt aussi de ce truc-là, c'est que on a spéculé vachement sur l'identité de l'auteur. Qui était ce Cordwainer Smith ? Au début, quand il a sorti ses nouvelles, tout le monde s'est dit « c'est trop bien ». C'est un auteur connu forcément qui a pris un pseudo. Eh bien pas du tout parce que l'auteur s'appelait Paul Leinbarger et c'était un haut fonctionnaire de très haut niveau. Pas loin. Paul Leinbarger, un type qui avait grandi en Chine, dans les pays asiatiques. Son père était diplomate, il avait beaucoup voyagé dans son enfance, il parlait 6 langues, il était prof de civilisation asiatique.
Et il avait bossé pour la CIA, il avait écrit des bouquins sur la guerre psychologique, il avait conseillé le président Kennedy même à ce propos. Donc c'était un mec vraiment de haut niveau qui, dans son temps libre, écrivait des nouvelles de SF comme ça et qui n'a jamais révélé son identité. On en a su qu'à sa mort qui il était. Ça a marché, c'est incroyable comme truc. Hein. Ça a marché très bien. On était tous en train de rigoler les trucs, tu vois, le mec c'est pas où il va, c'est un gland. Puis en fait, t'as pas son œuvre. Mais finalement, Laurent, j'ai une question, c'est est-ce que le mec en lui-même n'est pas plus intéressant que ses bouquins? Alors, c'est les deux. Les bouquins sont très bien. Il y a une espèce de truc jamais vu dans les idées. Par exemple, le roman qui s'appelle Nostralie, c'est une planète où il y a des moutons géants qui produisent une drogue qui s'appelle le Stroom et qui permet aux humains de vivre 400 ans. Voilà, c'est des idées comme ça. Il y a une autre qui s'appelle le jour de la pluie humaine où pour envahir Vénus, il y a les humains projettent plein d'humains, mais des millions d'humains sur la planète avec des parachutes. Donc certains arrivent morts et il y a un type qui raconte ça. Et qui dit, voilà, j'ai vu pleuvoir des êtres humains. Enfin, il y a des images comme ça complètement folles. Il y a le jeu du rat et du dragon, où là, c'est les explorateurs spatiaux qui partent, et il y a des monstres dans l'espace qui attaquent. Et comme les hommes ne sont pas assez rapides pour les contrer, il faut appel à des chats. Donc, chaque pilote a des chats. Ah, des chats. Chaque pilote est associé à un chat qui a des meilleurs réflexes que lui. Et c'est des espèces d'idées comme ça, complètement démentes, des trucs qu'on se dit, ça peut pas marcher. Et puis quand on le lit, c'est tellement écrit de façon poétique, c'est tellement bien fait. Il a repris l'art du conte asiatique et il travaille avec c'est ce que j'allais dire en fait. Je trouvais qu'il y avait une tonalité asiatique là-dedans. Ce qu'il y avait, c'était que c'était du jamais lu. Il y avait des idées folles, écrites d'une façon qui ressemblait pas du tout à les autres grands cycles d'histoire du futur, c'est Fondation par exemple, ou l'histoire du futur de Heinlein. Et ben, c'est vraiment autre. Un autre truc. Oui, ce sera le dernier truc. C'est le dernier truc. Cette BD qui est sortie en 2013, je crois, et qui reprend justement l'histoire de Paul Leinbarger. En 1955, il y a un bouquin d'un psychiatre qui est sorti où il parlait d'un de ces cas qui s'appelait Kirk Allen, c'était un pseudo aussi, et c'était un haut fonctionnaire qui, parce que ses collègues l'avaient vu prendre plein de notes sur un univers imaginaire, l'avait obligé à aller chez un psychiatre. Et il racontait à ce psychiatre qu'il était connecté par télépathie avec un univers un futur, l'avenir dans 15 000 ans, et qui retranscrivait seulement ce qu'il voyait. Et beaucoup de gens peut-être juste que ça choque tes idées étriquées, monsieur Casey. Oui, beaucoup de gens pensent en tout cas que Kirk Allen, le pseudo utilisé par le psychiatre, c'était en réalité Cordwainer Smith. Voilà, on n'en est pas sûr, mais voilà. Et ce bouquin reprend l'histoire de Cordwainer Smith. Mais que quoi, pardon. Reprend l'histoire de Cordwainer Smith et la mêle aussi à l'histoire de Franquin. Donc, les chats, alors. T'aimes les chats parce qu'il y a des chats qui sont dans l'histoire de l'instrumentalité. Mais il y avait des moutons aussi, ils font des moutons géants. Voilà, des moutons géants, ouais. On dit que Frank Herbert, pour ses vers géants, s'est inspiré des moutons géants. En tout cas, chez vous, si vous pensez que le bouquin vaut finalement moins que la vie de cet auteur, vous pouvez communiquer sur le hashtag plus ou moins geek. On reste dans l'espace avec Science Friction et Baptiste. Ah, je vous avais pas vu. J'ai des tonnes de news pour vous aujourd'hui. On va parler de Newton. Non, en fait, on va parler de gravité. Oui. Comme par hasard, dans les films, pour diminuer les budgets, il n'y a jamais de gravité à l'extérieur des vaisseaux spatiaux, mais il y en a à l'intérieur. Et ça m'énerve grave. Pour moi, s'il y a de la gravité à l'intérieur des vaisseaux spatiaux et qu'il n'y en a pas à l'extérieur dans l'espace, c'est à cause du grand capital. Ça coûte toujours beaucoup moins cher de faire marcher un acteur sur ses bonnes jambes que de le mettre en sustentation par des câbles et les virer en SFX après dans le vaisseau spatial. Non mais c'est quoi ce délire? On a qui comme mec qui fait ça? C'est Danny Boyle par exemple. Voilà, on va appeler Danny Boyle. Voilà. Bonjour, toutes nos lignes sont actuellement occupées. Nous allons prendre votre appel dans quelques secondes. Oui, bon bah le mec, c'est comme d'hab quoi. Il est comme ses films lui aussi. Hein. Bon. On va reprendre les arguments un par un. Il existe plusieurs moyens de créer une gravité, hein, c'est-à-dire un G équivalent à la gravité de la Terre. Si vous montez dans une voiture super puissante qui a trop la classe, une Batmobile, voilà, ça c'est de la balle. Et ben plus vous accélérez et plus vous vous sentez collé au siège. Donc forcément, comme vous êtes collé au siège, c'est une forme de gravité. Si on voulait faire ça dans un vaisseau spatial, il faudrait que le vaisseau il accélère constamment. Donc il faudrait toujours plus de carburant. Donc ça déjà, c'est impossible. Parlons plutôt de la deuxième solution, la gravitation par effet centrifuge. C'est un moyen de simuler une gravitation. C'est un peu comme quand vous avez un
seau d'eau avec un peu d'eau à l'intérieur, quand vous le tournez très très vite, forcément l'eau reste au fond. Et bien imaginez-vous à l'intérieur d'un vaisseau qui tourne à cette vitesse-là. Le problème, c'est que pour arriver à ne pas ressentir l'effet du tournis à cause de la force centrifuge, il faudrait avoir un vaisseau qui fait 224 mètres de rayon et qui tourne à 2 tours par minute pour simuler une gravité équivalente à celle de la Terre, c'est-à-dire à peu près 1 G. Est-ce que vous avez déjà vu un film avec un vaisseau gigantesque qui en plus tourne en mode donut, comme ça, à 2 tours par minute? Non mais c'est du délire quoi. Sauf que moi, je préfère les beignets. Il n'y a pas de trou au milieu. Et ça tâche en plus. Merci d'avoir patienté, nous allons vous passer la personne que vous attendez. Oui. Non, excusez-moi, c'est un faux numéro. Désolé. Désolé. Je suis ravi de vous avoir honoré de ma présence. Décidément, c'est presque une mini thématique dans l'émission, puisqu'on va rester sur le space opéra, mais cette fois-ci avec le space opéra vu par les Français. Un sujet, une enquête assez intéressante. C'est d'ailleurs toi qui nous as conseillé l'intervenant dans ce sujet. Et on revient juste après. Attention les gars, c'est pointu. Le space opéra, ces navires spatiaux qui se mettent sur la tronche, ces extraterrestres belliqueux, ces planètes inexplorées au fin fond de la galaxie. Et la France dans tout ça, ma petite dame? C'est le moment de se montrer chauvin grâce à Simon Briand, professeur à la Sorbonne, qui décrypte pour nous ce genre que les Français se sont eux aussi accaparés. Comment définir le space opéra? C'est une chose que chacun va définir à sa manière. Au départ, c'est surtout une pratique, à la fois une pratique d'écriture, de réalisation, mais en même temps, c'est aussi une pratique de lecture. C'est-à-dire que les lecteurs, les spectateurs reçoivent différemment telle ou telle chose. Par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, malgré le terme Odyssée, espace, on est clairement dans quelque chose qui se veut épique. Bien, certains vont le mettre dans le space opéra, d'autres pas du tout. C'est associé par beaucoup de monde, et c'est comme ça que c'était fait au départ, aux aventures, à l'aventure spatiale. C'est-à-dire une action très vive, des gadgets de toutes sortes, mais ça n'est pas nécessairement associé au départ à uniquement un vaisseau spatial. Le space opéra, c'est quand même plutôt associé à l'idée de voyage spatial, et voyage spatial, en général, c'est facile. C'est-à-dire que les vaisseaux voyagent de planète en planète, on a des empires galactiques qui s'étendent d'un point à l'autre de la galaxie, voire au-delà, dans l'univers entier, et avec des logiques qui sont parfois même des logiques temporelles. C'est-à-dire on peut avoir des superpositions de voyages spatiaux et de voyages temporels. Il y a toutes sortes de possibilités de ce point de vue-là. Quand apparaît le space opéra en France? On peut avoir des prémices de voyages spatiaux avant la vague américaine. Quelqu'un comme Jean de La Hire, avec La roue fulgurante, nous raconte un voyage dans le système solaire qui fait rencontrer de différentes espèces extraterrestres sur toutes les planètes du système solaire. Donc l'idée d'un voyage spatial et d'aventure spatiale n'est pas une primeur américaine absolument. En revanche, la pratique de ce qu'on appelle le space opéra, comme le nom l'indique, vient des États-Unis. Les meilleurs textes français vont être ceux qui vont, d'une manière ou d'une autre, adapter ce space opéra, l'aventure spatiale, à une logique, alors pas exactement une logique française. On ne peut pas dire que les écrivains français fassent une science-fiction vraiment différente, puisque c'est le principe même de la science-fiction. Chacun l'adapte. Francis Kersac, historiquement, c'est le premier auteur vraiment français, vraiment publié aux côtés des Américains, avec Ceux de nulle part, qui est justement un space opéra, mais un petit peu timide au départ. C'est-à-dire que ça n'est pas un space opéra comme ce qu'on a pu avoir jusque-là. C'est-à-dire que quelqu'un comme Van Vogt ou quelqu'un comme Asimov écrivent des textes dans lesquels, clairement, l'humanité entière est entrée dans l'âge de l'espace. On a cette démesure immédiate, et encore, démesure, je tiens à le préciser, qui est déjà beaucoup plus subtile que les énormes empires qu'on a eu tout au début du space opéra américain. Alors, cette démesure-là n'est pas présente chez les auteurs français. Cette logique-là, un peu de timidité, est peu à peu traitée, et peu à peu, les auteurs français font des textes qui sont clairement d'une très grande ambition. Comment évolue le space opéra dans les années 70? Les années 70, c'est le moment où la science-fiction entre vraiment dans la culture générale. Et or, c'est ce qui, par des évolutions internes à la science-fiction, est devenu non plus un élan vers l'espace, mais une réflexion sur les sociétés. Ça n'est que relativement récemment que des auteurs
que réellement le space opéra s'est à nouveau installé. Alors c'est une tendance actuelle, parmi de très nombreuses autres, qui pour le coup réinvente à nouveau un avenir à l'humanité. Est-ce que le space opéra français s'exporte bien? Loin de là, mais ça c'est dû à une dynamique qui est la dynamique essentiellement états-unienne, c'est-à-dire que les États-Unis forment un marché, je dirais pas fermé, mais en tout cas extrêmement difficile à pénétrer, même pour les auteurs en fait américains. Il y a une concurrence énorme. La logique des éditeurs, c'est autant que possible, aux États-Unis comme ici d'ailleurs, ils essayent autant que possible de travailler un peu à coup sûr. Alors bien sûr, ils tentent des choses, mais ils vont très peu chercher à l'extérieur du marché américain des auteurs, que ce soit des auteurs français ou autres. Aurais-tu une pépite à nous faire découvrir? Je dirais qu'un texte, c'est pas qu'il n'ait pas été repéré, mais qui n'est peut-être pas suffisamment mis en avant, parce que c'est vraiment un texte très intéressant, ce serait Le Chant du Cosmos de Roland Wagner, justement. Un type de space opéra finalement assez calme, pacifique, et qui a été repéré à son époque, mais qui est un texte qui, à mon avis, mérite de rester dans la mémoire. Et la place des femmes parmi les auteurs français de space opéra? Parce qu'on nous oublie vite quand même. Il y a toujours eu des auteurs femmes, mais à certaines époques, il y en avait très peu. Et je dirais qu'actuellement, il y a beaucoup plus de femmes dans les écrivains de science-fiction. Et pour l'instant, elles ne sont pas forcément emparées du space opéra pour en parler. Mais il faut voir que le space opéra, s'il y a du mouvement actuellement, ça ne veut pas forcément dire que ça va être la grande tendance des années 2010. On n'est pas sûr. Dernière question entre nous, entre toi et Laurent Kessy. Qui est le plus fort? Alors, je dirais nettement que Laurent Kessy est beaucoup plus fort pour ce qui est de la fiction. Je pense que je pourrais le prendre quand même en combat singulier pour ce qui est de la culture de science-fiction. Mais ça reste à voir. Merci Simon. Grâce à toi, nous avons tous la tête dans les étoiles. On est quand même forts, les petits Frenchies. Laurent vient de parler de space opéra, surtout du point de vue des auteurs. Toi, le space opéra français qui te botte le plus? Ah, mais il a tout dit, là, je crois, Simon Brévent. Le bouquin dont il parlait de Roland Wagner, Le Chant du Cosmos, c'est une bonne entrée en matière, je pense. Voilà, je conseille comme lui, Parce que tu sais quand même que depuis que tu fais cette émission, on a toute une horde de jeunes fans qui nous disent « Ah, j'ai découvert Asimov, ah, j'ai découvère des bouquins grâce à Laurent ». Tu sais que tu vas créer des auteurs qui vont venir à un moment te perturber. Apprendre à lire aux jeunes. Hein. Ouais, non, mais j'ai peur qu'après ils écrivent aussi. C'est de la concurrence, non. Si ça reste en 140 signes, ça va. T'inquiète pas, t'es tranquille. Non, mais Céline, alors t'as un parcours, on va dire atypique. Je sais pas si c'est le bon terme. Non, c'est trop banal. Mais tu commences, donc on a dit, des études politiques. Ouais, j'ai juste fait une année à Sciences Po. Et après, je suis allée en lettres parce que c'était ce que je voulais faire depuis le début. Et ensuite, j'ai bifurqué pour faire des vidéos. Pour adultes, sans vêtements. Un petit peu. Voilà. Non, c'est vrai. C'est mignon, ça. En tout cas, il y avait des vêtements, mais au début. Non, par contre, moi, je te disais que je t'ai découvert je t'ai rencontré déjà par François. C'est une grande répartie, mon ami. Je suis désolé, mais il est vieux, ce mec. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Mais tu t'avais envoyé un lien, donc... Voilà, exactement, sur l'excellent blog que tu tenais. Non, mais où t'abordais des sujets qui, moi, je trouvais toujours très intéressants. Par exemple, est-ce qu'on peut être maman et actrice de X? Comment on assume tout ça? Tu peux nous parler un petit peu, justement, de pourquoi t'avais lancé ce blog et comment il avait été perçu au sein j'ai envie de... c'est voyant. Il est inspiré. En fait, c'était Les Inrocks qui m'avaient contacté, qui m'avaient proposé donc, de m'exprimer. Et en fait, j'ai accepté avec joie. Non pas que j'étais vraiment lectrice du magazine, pour être honnête. Mais au contraire, je trouvais que c'était une bonne occasion de partager mon point de vue. En tout cas, mon point de vue, ça ne veut pas dire forcément que c'est la vérité sur toute l'industrie du X, mais ça me permettait de m'adresser en tout cas à des gens qui, a priori, ne sont pas forcément fans, qui ne sont pas forcément en public, et surtout qui peuvent avoir des a priori, ce qui est absolument normal. Et voilà, c'était une très belle vitrine pour m'exprimer. J'avais carte blanche pour le contenu, pour le ton. Et donc, mon choix a été au départ de proposer des articles qui parlaient forcément des coulisses de l'industrie du X. Et ensuite, je me suis permis de m'élargir un petit peu en interviewant des personnes qui étaient hors X, mais qui pouvaient être réalisateurs, qui pouvaient être artistes, ou des personnes qui étaient complètement contre. Ou voilà, ensuite, de faire un rapport par rapport au cinéma traditionnel, le sport également, la performance sportive. Et puis j'ai arrêté d'écrire, en tout cas pour ce blog, mais j'aime toujours autant écrire, bien sûr. Et pourquoi avoir repris finalement une branche, je dirais peut-être
plus mainstream, alors que finalement tu aurais pu aussi te mettre à réaliser des films, à écrire dans le domaine du X. J'en ai réalisé quelques-uns, mais c'était au bout d'un moment en fait c'est un milieu qui ne m'inspirait plus. En fait j'ai besoin de me nourrir de l'environnement dans lequel je suis, des personnes avec lesquelles je suis, d'être avec des gens qui sont inspirés, qui sont passionnés. Et je pense que c'est comme dans n'importe quel métier, même si on peut être dans un milieu de l'extrême a priori fun, on peut aussi être avec des gens qui sont blasés, qui sont avant tout dans la répétition, dans la volonté de faire de l'argent, d'être vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus business et industriel. Et pour le coup, moi, ça n'a jamais été ma motivation. Donc, au bout d'un moment, moi, ce qui m'attire, c'est d'être avec des gens qui vont m'apporter quelque chose de nouveau. Est-ce que du coup, tu avais conscience quand même qu'à un moment, tu deviens au fur et à mesure une icône pop culture ? Parce qu'il y a eu des références à toi dans les jeux vidéo. Enfin voilà, t'as été... Est-ce que c'est le fait de sentir que tu as dépassé le domaine du X qui t'a donné un petit peu peut-être cette volonté, cette force Non, parce que en fait, c'est l'inverse. C'est pas à moi de dire que je suis une icône ou quoi que ce soit. Moi ce que je fais, c'est de suivre mes envies. En fait, c'est très personnel comme démarche. C'est très individualiste. C'est-à-dire que je ne pense pas forcément à une stratégie. Évidemment, quand je fais les choses, je les fais de manière pro. Et j'essaie d'être consciente aussi des conséquences, mais clairement, c'est surtout par instinct. Donc après, le reste suit. Et comme je disais, je bosse avec des gens avec lesquels j'ai des affinités, même qui sont de milieux complètement différents. Et finalement, on se met à monter des projets ensemble parce que ça semble évident. Et en fait, finalement, il n'y a aucune limite, parce qu'après, ça peut se faire effectivement dans le jeu vidéo, dans la bande dessinée, dans le cinéma. Et tant pis si je n'ai pas forcément d'expérience par rapport à ça. C'est avant tout une envie de créer qui est à la base. Et d'ailleurs, pour faire vite, tu as eu aussi une expérience ciné avec Gaspard Noé, si je dis pas de bêtises. Oui. C'était pour un court-métrage qui s'appelait We Fuck Alone, dans le cadre d'un film qui s'appelle Destructed. Donc c'était plusieurs réalisateurs du mainstream qui présentaient un court-métrage classé X. Donc c'était quand même classé X, mais dans le cinéma indépendant. Et en fait, la vidéo, le film est assez glauque. Enfin, c'est Gaspard en même temps. Oui. Ceci dit, c'est quelqu'un... Enfin, il m'a même acheté une peluche pour tout vous dire. Je le savais. On m'a pris plein de fois pour lui. Une japonaise qui m'a dit « Vous êtes de Gaspard Noé ?» Parce que, tu vois, un peu le parce truc... que t'es une tête de pervers. Voilà. Voilà. Merci, Céline Kram. Moi, la semaine dernière à Tokyo, il y a un mec beau gosse, un Jap, il m'a fait « Oh, Brato Pito-san ». J'étais là, quoi. Et ma femme me fait « T'as pas compris ?» J'ai dit « Non, Brato Pito ». Et j'avais pas compris, en fait. Tu sais, les Japs sont fous, quoi. Moi, on m'a dit « On Carmé il y a 3 jours. Allez, c'est vrai non. Jean Carmé, comment placer Jean Carmé dans une émission sur la culture geek et la pop culture? C'était fait par Laurent. Allez, tout de suite, Rudy Pomaret de l'année geek, on se retrouve juste après. Bonjour, monsieur R. Monsieur R? Bah, où il est passé ce con? Eh oh, je suis là, en bas. Je me suis cassé la gueule hier soir et j'ai pas pu me relever. Est-ce que quelqu'un pourrait... merci. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir le cerveau irrigué de sang. Maintenant que ce petit incident est clos, nous allons pouvoir reprendre l'interrogatoire. Ce que vous voulez. Cette fois-ci, je vous dis ce que vous voulez. Parlez-nous de 1992. Sérieusement? Je me montre enfin coopératif et vous voulez qu'on aille faire un tour du côté des années 90? Monsieur R... Bah, c'est vous qui voyez, hein. Attendez, si je me souviens bien, au niveau du cinéma, on a eu droit à quelques perles. Malcolm X et Dracula de Francis Ford Coppola. Sans oublier Batman le défi. Vous faites une fixette sur Tim Burton. Pas du tout. Fanboy, va. Côté télé, c'était un peu plus triste. Hein. Déjà, la série la moins pourrave qui est apparue cette année, c'est Julie Lescaut. Mais surtout, la 5 a cessé d'émettre. La chaîne au lapin bleu qui nous aura fait découvrir Supercopter et plein d'émissions jeunesse met définitivement la clé sous la porte. À la place, des années plus tard, on a eu Arte. Encore une fois, vos informations nous sont parfaitement inutiles. Est-ce que c'est ma faute si vous avez choisi encore une année pourrave? Les années 90, mec! Il a bien dû pourtant s'y dérouler un événement marquant, ne serait-ce qu'un. Ouais, alors comme ça, j'ai beau chercher... Ah mais si 92! Branded! Brand quoi? Branded! Le 3e film de Peter Jackson! C'est cette année-là qu'il est sorti. C'est un film de zombies super drôle et super gore. Enfin, gore surtout, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu rapidement un film culte. Non mais en voyant ce film, personne n'aurait pu imaginer que quelques années plus tard, Peter Jackson allait réaliser la trilogie du Seigneur des Anneaux. Personne!
Vous ne faites vraiment pas d'efforts, vous savez. Oh non, non, alors ça c'est pas vrai, hein. Laissez tomber, c'est pas grave, faites chier. Non, mais surtout, commencez pas à faire la gueule, quoi. Applaudissez-le encore un petit peu tout de suite, Rurik. On va parler d'asiatique pour changer. Je trouve qu'il n'y en a pas assez autour de cette table. Tu seras d'accord avec moi. Et on va commencer. En plus, il paraît que tu aimes bien les films de ninja. Ah ouais, je suis fan. Alors, il ne s'agit pas vraiment de ninja, mais il s'agit d'asiatiques qui donnent des coups de pied, qui le font bien. Et ça n'est pas Z du tout. Des cagoules noires. Et voilà. Tu vas voir un peu. Alors voilà, dedans vous avez reconnu, peut-être c'est en très petit Jackie Chan. Et il y a aussi Sammo Hung, qui est le réalisateur, tu as dit tout à l'heure, toi tu as dit Sammo Hung, on a l'impression que tu avais des lamelles dans la bouche. J'avais des lamelles. Et il y avait Yuen Biao. Voilà, c'est un film qui est joué par 3 stars de Hong Kong. Une des 3 est un peu oubliée aujourd'hui, mais les 2 autres sont vraiment des icônes. Et ces 3 mecs-là, c'était 3 élèves de la même école d'opéra, de kung-fu, etc., Pékin, etc. Qui était hardcore a priori. Qui était hyper hardcore. Jackie Chan a écrit un bouquin qui s'appelle I Am Jackie Chan, qui est très très intéressant. Il raconte un petit peu, il est très très mégalo Jackie Chan, mais le bouquin est intéressant pour voir l'entraînement, mais vénère de ce qu'ils avaient à l'époque. Et donc ces mecs-là sont issus de la même école. Avant de parler de ces gars-là, on va parler du film. C'est une histoire très simple. Jackie Chan est un avocat, il est censé défendre un connard qui a violé une meuf. Comme il est censé le défendre, il est censé justement aller jusqu'au bout, faire écouter. Au fur et à mesure, il va se rendre compte que c'est vraiment un salaud qui est mélangé au trafic de drogue, etc. Voilà, c'est un film dont le scénario est un peu marrant, mais surtout c'est un film extrêmement efficace, avant tout pour ses chorégraphies de combat, qui sont réalisées, chorégraphiées par le réalisateur du film, qui est l'acteur Sammo Hung, le gros. Ce qu'on a vu dans l'extrait, est-ce que c'est accéléré ? Alors, c'est plutôt ralenti dans l'extrait, si tu regardes bien, mais oui, non. Mais chez mes lunettes, c'est Laurent Ça qui a les tendance à être quand même en vitesse normale. Il y a 2-3 jeux comme ça sur la vitesse. Mais c'était l'époque où Jackie Chan, Sammo Hung et tous ces mecs-là étaient au top. Hein. En plus, c'est urbain, donc ça permet de jouer avec tous les objets du quotidien pour nous. C'est pas médiéval, etc. Ça va à une vitesse dingue. C'est hyper inventif. Tous les trucs sont... c'est toujours l'angle où il faut, au moment où il faut. C'est hyper inventif tout en étant comédie. C'est à la fois... Ça se prend pas au sérieux, mais c'est fait de manière ultra sérieuse. Dans le sens où c'est bien fait. Voilà, bon bref, je vous ai vendu le côté cascade. Sammo Hung, Jackie Chan, Yuen Biao sont les 3 mecs qui viennent de cette époque, de cette école de kung-fu de Pékin. Entraînement à la dure. Sammo Hung à l'école, à l'époque, c'était le dur, le chiant, le connard qui emmerdait tout le monde. C'est le gros. Yuen Biao, c'était un peu l'acrobate, et Jackie Chan, c'était un peu le drôle qui connaissait un petit peu tout. Ils ont gardé cette personnalité dans leur film. Le méchant, c'est le seul blanc. Alors c'est le méchant, au fond exactement. Le méchant, c'est Benny the Jet Urquidez, qui est un multi champion de foot contact, kickboxing, etc. Qui a effectivement un visage avec des yeux très enfoncés. Il a l'impression qu'il est perruque, l'impression qu'il a un problème capillaire. Il est vraiment chelou. Un problème capillaire. Il est méchant. Et donc, c'est pour ça qu'il est méchant. Exactement, il a vraiment la gueule de l'emploi. Parce qu'il a un problème capillaire. Non mais alors c'est très marrant parce qu'effectivement il y a ces scènes où Jackie Chan et les autres sont en train d'assiéger l'usine de drogue du méchant, du vraiment chef, parce que lui c'est juste un homme de main. Et tu as ce mec là qui est donc le blanc avec ce visage un petit peu hispanique, c'est un mec Urquidez, etc. Qui est en train de remplir des sachets de drogue et qui en a rien à foutre du combat, quoi. Et donc tu le regardes, tu dis mais pourquoi il bouge pas ce mec-là? Et lui c'est un adversaire monstrueux. Et Jackie Chan raconte, et Urquidez aussi, que c'était tellement incroyable de se battre avec lui dans le combat de fin qu'ils étaient épuisés. Ils ont tourné ça en plusieurs jours. Ils dormaient sur place à la fin des journées. Ils en pouvaient plus. Ils se dit on va pas rentrer chez nous, on va dormir là. Et puis le lendemain ils se réveillaient et ils continuaient le combat. Voilà. Question qu'on me pose souvent sur les films que tu nous présentes, on le trouve où? Alors, Dragon's Forever. Dragon's Forever. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas dit. Les dragons pour toujours. Voilà, donc Dragon's Forever, c'est un truc. C'est nul hein, quand on le dit comme ça. On les dragons pour toujours. Je sais pas s'il est distribué en France, je pense qu'il l'a été. En tout cas, il a été en cassette vidéo. Mais c'est pas une obscurité. Parce que c'est vraiment reconnu comme un des grands films de kung-fu, d'action urbaine, comédie des années 80 à Hong Kong. Il y a des scènes qui peuvent ne pas nous faire rire si on n'est pas dans le trip Hong Kong. Je t'en donne une et après il faudra qu'on passe à la suite. Ouais, mais je sais pas quoi dire. Non, en fait, t'as pas envie de me le dire. Si, par exemple, dans le côté absurde, c'est-à-dire qu'à la fois t'as des cascades qui sont complètement dingues, mais en même temps t'as genre, ils sont dans le noir, ils sont là, ah, c'est où l'électricité chez toi? Bah
passer là. Et il allume un interrupteur qui fait cette taille-là. Et tu sais pas pourquoi. Alors, voilà, c'est Hong Kong, c'est toujours énorme. Voilà. Mais c'est vraiment marrant. Tu as des scènes de cascade, encore une fois, regarde. C'est le film de Jackie Chan en même temps. Il y a toujours un côté absurde, un côté délirant. C'est sa marque de fabrique, je crois. Hein, il côté était un même petit peu humour, distiller l'humour dans ces grosses scènes de fight, histoire de décompresser un peu le truc. Et il était beaucoup plus drôle à l'époque, où maintenant il est vraiment. Il y a le Police Story qui est sorti là. Ouais, qui a l'air ultra vénère. Il paraît que non, j'ai entendu des mauvaises critiques malheureusement. Ah merde, parce que déjà. Voilà, juste un jingle pour présenter notre invité qu'on va redécouvrir. Et sur la même chose. Mais exactement, allez, jingle, on reparle de la même chose tout de suite. Franchement, génial, c'est pas mal, c'est bien. Céline, d'où vient cette passion pour les films de Tatane? J'ai grandi en fait moi avec des films comme ça en fait, avec des films d'arts martiaux. Enfin moi quand j'étais petite, non, enfin oui aussi, mais quand j'étais petite, je regardais. Enfin pour moi les vraies références c'était Bruce Lee, Jackie Chan, et puis aussi Stallone, Schwarzenegger. Donc j'ai vraiment, c'est ma culture en fait, et ça te marque quand tu grandis avec ce genre de film. Et je crois que tu as même des goûts un peu plus déviants parce qu'on peut balancer une petite vidéo s'il vous plaît en régie. C'est possible. La vache. L'un des films préférés de Céline. Ninja Condor 13. Ah putain, mais c'est le meilleur film de ninja de toute l'histoire des films de ninja. Je l'ai en VHS et moi il s'appelle Ça branle dans les bambous. Non mais ce film est tellement culte. Ça branle dans les bambous. Quand tu le mets, c'est ninja. Et les mecs sont des sacrés athlètes quand même. Ce film est magnifique. C'est une perle. Alors pour l'anecdote, j'ai découvert ce film grâce à François parce qu'on se fait des soirées films ninja. Et je suis devenue fan, tellement fan que du coup je le recommande à tout mon entourage. Je l'ai même imposé d'ailleurs à Gareth Evans qui est le réalisateur de The Raid. Dernièrement je lui dis écoute, faut absolument que tu vois ce film, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ça va un peu changer ta vie, ne complexe pas trop parce que voilà, il y a des choses à apprendre et c'est bien que tu continues d'évoluer, tu vois. Et il l'a vu, il l'a regardé, ça a été un choc. Il l'a montré à son équipe carrément, ils ont halluciné, quoi. Ils sont encore sous le choc aujourd'hui. Le réalisateur de The Raid qui était plutôt bien foutu. Ah, mais c'est plus que bien foutu. Mais qui est génial. Non, c'est bien foutu, les gars. The Raid 2 qui sort prochainement d'ailleurs. C'est une putain de. Il y a eu Hong Bak et après il y a The Raid. C'est le nouveau truc qui. Si, c'est incroyable, The Raid. Et Céline, je voudrais que tu me racontes aussi comment tu es arrivée sur Le Visiteur du Futur. Alors en fait, j'ai tourné avec François il y a peut-être, je sais plus, 1 ou 2 ans. C'était pour le Golden Show. Exactement. C'était pour un sketch qu'on a reçu ici, avec Monsieur Poulpe. Dans la vie de Katsuni, en fait, qui était vraiment... on s'est bien marré. On a très vite sympathisé. Il m'a parlé du Visiteur que je ne connaissais pas à l'époque. Et je suis tombée tout de suite fan, quoi. J'ai regardé toutes les saisons et je lui ai dit, écoute, je t'en prie, donne-moi un rôle dans ta série, je m'en fous. Je veux être zombie. C'est pas grave si je suis en figurante et qu'on me voit même pas. Enfin, je veux vraiment être dans ta série, je suis vraiment fan. Et 1 an plus tard, on était restés en contact, mais 1 an plus tard, il me dit, bah écoute, je t'ai écrit un rôle. Donc ça a été un super cadeau de sa part. Et j'ai le rôle de la baronne, qui est un personnage extrêmement strict, qui est là pour éduquer la reine et lui rappeler les bonnes manières. Donc autant dire que je ne suis pas un personnage... non, pas du tout. Je suis pas du tout délurée. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de me retrouver dans quelque chose qu'on n'attend pas forcément, en sachant que ça reste quand même une série tout public, avec c'est même d'ailleurs tout mignon de voir des enfants te demander des dédicaces. Ça, c'était incroyable. Quand je suis allée au TGS, là, donc à Toulouse, et que j'ai fait mes premières dédicaces, d'ailleurs sous mon vrai nom, au stand du Visiteur, la première personne qui m'a demandé un autographe, c'était une petite fille de 9 ans qui était déguisée. C'était incroyable. Oh. Ouais, non, c'était super mignon. C'est très touchant. Et ça fait vraiment bizarre, parce que là, d'un seul coup, on a face à un nouveau public. Et puis là, surtout, c'était pour la série, c'était pas pour moi. Et de faire partie d'une équipe comme ça, et en plus d'être là en tant que fan, parce que moi je suis toujours aussi fan de la série, c'est juste génial, quoi. Donc j'espère être à la hauteur, et voilà, j'espère que le public saura apprécier ma participation. Ouais, c'est génial, on vient de l'apprendre. C'est une belle récompense pour François, parce que c'est quand même lui qui écrit, qui réalise, qui monte. Il a énormément de mérite. Je suis content que quelqu'un qui est passé par cette émission a eu un avenir. J'aimerais bien que vous en fassiez. C'est pareil, les gars. La preuve, c'est qu'il en est parti.
Et d'autres projets, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui va se passer? Parce que je sais que tu as beaucoup de projets dans cette reconversion qui se passent bien, qui commencent super bien. Mais c'est pour ça que je tweete moins, c'est parce que je bosse, mine de rien. Ça fait 13 ans que je suis à peu près en vacances avec le porno. Donc là, il est temps que je change de voie et c'est pour ça que je me prépare à la suite. Dans la suite, dans quelques mois, je sors une BD avec le label 619, mais je ne peux pas en dire plus. Cool. Je peux juste dire que c'est pas une BD érotique, c'est pas une BD pour adultes, même si c'est quand même ultra violent. Et je la coécris, donc c'est super intéressant parce que là, pour le coup, je peux vraiment m'exprimer. Et puis en BD, il y a 0 limite de budget, on peut tout se permettre. Et autant dire que je me permets pas mal de choses. Et c'est presque la fin, donc profitez de ces 3 dernières minutes de bonheur avec la shopping list. Jason, comme tu as été gentil et que tu as tué personne cette semaine, je t'ai offert un cadeau, une sucette. Mais alors? Un fan film. Et oui, envoyer un fan film à un pote, ça coûte rien et en plus ça l'empêche de travailler dans son job, donc peut-être qu'il va se faire licencier, donc peut-être que tu pourras te venger de trucs qu'il t'a fait quand tu étais petit. Le fan film dont je vais vous parler, c'est un fan film sur Pirates des Caraïbes que nous a envoyé Jordan Inconstant. Alors Jordan, il est étudiant en cinéma, c'est un fan de Plus ou moins geek, surtout il s'appelle Inconstant, c'est bizarre comme nom de famille. En tout cas, c'est un fan film qu'il a tourné dans les Caraïbes avec, attention s'il vous plaît messieurs dames, les voix françaises des comédiens principaux. Ah, oui, ok, ah bon. Rhum. Les rhums? J'aime bien le rhum. Ah, contre. Ah, l'ivrogne. J'adore ces perroquets. Troll de Troie, tome 17 chez Soleil. Alors cet épisode s'intitule La Troll Impromptue. Mais qu'est-ce qu'une Troll Impromptue? Je ne sais pas, vous le découvrirez en lisant cette petite bande dessinée. Alors l'univers de Troie continue de s'étendre d'épisode en épisode, un petit peu comme le compte en banque de ses créateurs, mais attention, je ne suis pas mauvaise langue, c'est un succès amplement mérité, d'autant plus que dedans, il y a des seins et puis des fesses. Titeuf, 20 ans, c'est chez Glénat. C'est un livre supervisé par Zepp lui-même pour les 20 ans de son petit personnage qui parle comme ça avec sa petite pêche blonde. Hop, cette imitation était vraiment lamentable de Titeuf. En tout cas, à l'intérieur, des planches, des anecdotes, un ouvrage extrêmement rare puisqu'il est tiré seulement à 4000 exemplaires avec une couverture en carton. Il faut que j'arrête, moi. Steampunk de Vapeur et d'Acier, c'est chez Le Pré au Clair, c'est l'œuvre à offrir absolument à tous vos potes qui kiffent cette esthétique. Alors cette esthétique, c'est rétro-futuriste, Jules Verne à vapeur, enfin voilà, beaucoup de caractérisations possibles. C'est excellent, aux commandes l'illustrateur Didier Graffet, d'ailleurs il graffait tellement bien qu'il est devenu illustrateur, il est malin le bougre. Il réinvente plein de personnages, les trains, des méchants, des soldats, des vaisseaux spatiaux, des villes du futur, façon steampunk, franchement, c'est kiffant. L'intégrale de Sailor Moon chez Kazé, 10 DVD et 20 heures de filles en jupette et de chatons mignons. Moi je regarde plutôt pour les châteaux mignons. Alors c'est quoi? C'est l'histoire de Bunny Rivière qui découvre un jour qu'elle est une guerrière de la lune, une Sailor Moon, et va vivre plein d'aventures, mais c'est vraiment pour les chatons mignons que je regarde. En tout cas, dedans vous avez la VOST, la VF traditionnelle, vous savez, la bonne vieille VF qu'on a eue chez nous, mais c'est vraiment pour les chatons mignons que je regarde. Maintenant que tu es ruiné, que tu n'as plus d'argent, mais que tu sais quoi m'offrir parce que tu as trouvé que cette chronique était vachement bien, retour en plateau. Céline, tu as eu une belle brochette de chroniqueurs et maintenant tu dois désigner celui qui t'a le plus donné envie de te jeter à corps et à cris dans sa chronique, justement. C'est très difficile. Ouais, non, je trouve que c'est Nico en fait qui a été le plus convaincant. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Bah ouais. C'est marrant ça. Ouais. Ouais, Nico. Non, il y a aucun cas sous-entendu. Merci, c'est donc one point pour Nico. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir le jeu. C'était pas mal, c'est vrai que tu... Mais j'irais quand même voir le film et le bouquin. Je t'en ai rien à foutre. Il y a des histoires d'Ichard. Le bouquin fait envie. Non mais franchement, ils ont fait tous les trois, ils ont assuré. Mais c'est vrai que pour la série, j'ai été un peu plus captivée. Bon, Rurik. Putain, je me souviens même plus de ton jeu là. Walking Dead et le truc chelou du mec qui est chelou.
Alors j'avoue que non, trop chelou, trop vieux. J'aime pas les morts, moi. J'aime pas les morts. Non, je m'intéresserais plutôt à ce jeu. Je ne connais pas le comic, je ne connais pas la série. Ah, ce serait cool d'avoir ton avis alors. Eh ben voilà, j'étais totalement libre. Complètement. Voilà, ça m'intéresserait. Merci. Laurent? Alors moi, à contre-cœur, j'ai voté pour Rurik, parce que j'ai déjà joué à Walking Dead, et que quand même, un bon film de Jackie Chan d'époque. De Jackie comment, pardon? Jackie Chan. De Jackie Chan. Jackie Chan. C'est le même en paysan, quoi. Jackie Chan. Jackie chante, soir et matin. Et ben voilà, donc pour Rurik. Moi, ça va être un peu la même démarche, c'est-à-dire que je connaissais le film dont Rick nous a essayé de nous faire découvrir, et je passe beaucoup de temps à écrire depuis presque 2 ans, et quand je lis ce genre de truc... Rappelons que c'est juste pour écrire ton nom. Ça fait 2 ans qu'il faut écrire ton nom. Ok, décidément, elle est pour moi celle-là. Elle est vraiment violente. Oui, je sais, mais écoute, je vous attaque un peu basse. Je suis extrêmement très surpris, moi-même mets jamais de limite à ce que j'écris, et là je viens de découvrir un mec qui met les genres... Il sait pas ce que c'est le mot limite. Donc je trouve ça incroyable, donc je te donne le point. Vous avez fait découvrir un truc pareil. Bon, bah en tout cas, chez vous, je vous rappelle aussi que vous pouvez donner vos petits plus à vos chroniqueurs qui ont plus convaincu grâce au hashtag plus ou moins geek. Les amis, déjà, je te remercie Céline d'être venue en plateau. Je t'avais connue toute timide lors de la présentation TGS de la saison 4 du Visiteur. Donc on va te découvrir sous un autre angle. Je sais pas si je peux me le permettre. Est-ce qu'on peut te découvrir sous un autre angle? Allez, je te le permets. Ok, je me le permets. On se retrouve très très bientôt. Je vous invite à poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que notre page Facebook et notre page Twitter. Continuez à en parler partout autour de vous. Avant de se quitter, une dernière chose. Un bon geek sera toujours, les amis, un geek curieux. Voilà, un geek curieux. Le public suit, les chroniqueurs moins. À bientôt. Salut, bye bye.